William, nous voulons notre part des 20 millions, annonça mon beau-père Gérald avec autant de subtilité qu'un marteau brisant une vitre. Je tenais encore l'urne contenant les cendres de ma femme Rebecca lorsqu'ils ont débarqué chez moi, seulement 48 heures après les funérailles. Gérald, un homme corpulent de 62 ans, portait un costume bon marché qui empestait la naphtaline et l'ambition. À ses côtés, ma belle-mère Patricia ajustait nerveusement son sac à main contrefait, ses petits yeux calculateurs scrutant chaque recoin de notre salon comme un taximètre humain. « C'était notre fille », a ajouté Patricia, la voix chargée d'une douleur théâtrale qui semblait avoir 10 ans de retard. « Nous avons des droits légaux sur cet héritage. Je m'appelle William Carter. À 41 ans, je viens d'enterrer la seule femme que j'ai vraiment aimée. Rebecca est décédée après 2 ans de lutte contre un cancer agressif, un combat que nous avons mené seuls tandis que ses parents vivaient leur vie parfaite à l'autre bout du pays, faisant comme si elle n'existait pas. Maintenant, avec l'odeur des fleurs funéraires encore imprégnées dans mes vêtements, ils sont apparus comme des vautours détectant une charogne. Des droits ? Ai-je répété, ma voix restant étrangement calme. J'ai déposé l'urne avec soin sur la cheminée, à côté de la photo où Rebecca souriait ce matin de printemps où nous avons appris que son traitement expérimental avait fonctionné. Temporairement. Quel droit pensez-vous avoir exactement ? Gérald se redressa, gonflant sa poitrine comme un paon agressif. Nous sommes ses seuls parents encore en vie. La loi est de notre côté. La loi, murmurai-je en me tournant lentement vers eux. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Rebecca avait passé les 6 derniers mois de sa vie non seulement à lutter contre des cellules cancéreuses, mais aussi à organiser méticuleusement son héritage. Chaque document, chaque clause, chaque virgule avait été révisée par elle-même, comme si elle savait exactement que ce moment arriverait. Car elle connaissait ses parents mieux qu'ils ne l'avaient jamais connu. « Asseyez-vous », dis-je calmement en leur indiquant le canapé où Rebecca et moi regardions de vieux films les soirs où la chimiothérapie la rendait trop faible pour faire quoi que ce soit d'autre. Parlons de droit. Patricia hésita, comme si elle percevait quelque chose de dangereux dans mon ton contrôlé. Mais Gérald, toujours obtus, se jeta sur le canapé avec l'assurance d'un homme qui croyait avoir toutes les cartes en main. « L'argent vient de l'entreprise qu'elle a créée », continua Gérald, haussant le ton. « RevTech Solutions. Nous avons investi dans cette entreprise alors qu'elle n'était encore qu'une idée. » Je mentis. Il n'avait pas investi un centime. Mais je le laissai continuer, cataloguant mentalement chaque mot pour m'en servir plus tard. « 500 000 $, ajouta Patricia, les chiffres sortant avec la précision de quelqu'un qui avait répété cette conversation. C'est ce que nous lui avons donné pour l'aider à démarrer. Maintenant qu'elle a tout vendu pour 20 millions, nous méritons notre part. Je les observais en silence, ces étrangers qui partageaient l'ADN de la femme qui m'avait tenu la main pendant les nuits les plus sombres des 2 dernières années. Rebecca n'avait jamais mentionné leur investissement. Au contraire, elle avait tout construit à partir de rien, travaillant 16 heures par jour tout en étudiant la programmation le soir. Intéressant, ai-je finalement dit. Et où étiez-vous quand elle a dû subir une opération d'urgence l'année dernière? Ou pendant les 6 mois de radiothérapie? Ou quand elle pouvait à peine se lever de son lit? Gérald a agité la main, comme pour chasser des mouches agaçantes. Nous avions nos propres problèmes. Mon arthrite, les dettes de Patricia. Nous ne pouvions pas voyager. Mais vous avez pu faire 8 heures de route jusqu'ici dès que vous avez appris pour l'argent. William, dit Patricia en se penchant en avant, essayant une approche plus maternelle, nous savons que tu souffres. Nous aussi. Mais Rebecca aurait voulu que sa famille soit prise en charge. C'était une bonne fille, au fond. Une bonne fille. La femme qu'ils avaient chassée de chez eux à l'âge de 18 ans parce qu'elle refusait d'abandonner ses études pour travailler dans l'usine de son oncle Gérald. Celle qui n'avait pas reçu une seule carte d'anniversaire en 10 ans. Celle qui avait pleuré dans mes bras quand il ne s'était pas présenté à notre mariage. Si vous suivez cette histoire de cupidité familiale et que vous voulez découvrir comment cette situation explosive va se dérouler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun détail de cette vengeance calculée. Car ce que Gérald et Patricia ne savaient pas, c'est que Rebecca avait enregistré un message spécial pour ce moment précis. Et quand ils entendraient ces paroles, venues d'outre-tombe, ils comprendraient exactement le genre de « bonne fille » qu'ils avaient perdu à jamais. Mais ce n'était que le début de la surprise qui les attendait. Alors que je regardais Gérald s'installer sur le canapé comme s'il était chez lui, des souvenirs de Rebecca envahirent mon esprit comme les diapositives d'un diaporama douloureux. Elle m'avait raconté le jour où il l'avait chassée de la maison, mais voir ces 2 étrangers revendiquer leurs droits sur son héritage donnait une nouvelle dimension à la cruauté dont j'avais toujours soupçonné l'existence. 500 000 $, répétai-je lentement, savourant chaque mot. Intéressant. Rebecca n'a jamais mentionné cet investissement. En fait, elle a toujours dit qu'elle avait démarré son entreprise avec 2 000 $ empruntés à la banque étudiante et une table de ping-pong qui lui servait de bureau.
Patricia s'installa inconfortablement dans le fauteuil, ses doigts jouant nerveusement avec la bandoulière de son sac. Eh bien, ce n'était pas exactement un investissement formel. C'était plutôt un soutien familial. Nous l'avons aidée à payer les dépenses initiales lorsqu'elle démarrait. Soutien familial, murmurai-je en me rappelant les nuits où Rebecca pleurait dans mes bras, me racontant comment elle avait survécu avec 23 $ sur son compte bancaire pendant son premier mois seul. Comment elle avait mangé des nouilles instantanées pendant des semaines parce que c'était tout ce qu'elle pouvait s'offrir. Comment elle avait travaillé à 3 emplois à temps partiel tout en apprenant la programmation le soir. Gérald se pencha en avant, son ventre appuyant contre sa ceinture. « Écoute, William, nous savons que c'est difficile. Perdre une femme, c'est terrible. Mais les affaires sont les affaires. RevTech n'a existé que parce que nous avons soutenu Rebecca quand elle en avait le plus besoin. Quand elle en avait le plus besoin, répétai-je, ma voix restant sur le même ton contrôlé. Parlez-moi de cette période. Quand exactement l'avez-vous soutenue? Ils échangèrent un rapide coup d'œil, et je vis Gérald déglutir. C'était juste après qu'elle ait quitté la maison, dit rapidement Patricia. Nous savions qu'elle était têtue, mais aussi talentueuse. Nous avons donc décidé d'investir dans son avenir. Les mensonges s'empilaient entre nous comme du bois sec attendant une allumette. Têtue, répétai-je, me souvenant de la façon dont Rebecca avait décrit sa dernière conversation avec sa mère. Comment Patricia lui avait crié qu'elle était une égoïste ingrate, parce qu'elle voulait étudier l'informatique plutôt que de travailler dans l'usine de son oncle Gérald. Comment elle avait qualifié les rêves de sa fille de « fantasmes de princesse gâtée ». Rebecca m'a raconté son dernier jour dans cette maison, ai-je dit en me levant lentement. Comment vous avez verrouillé les portes quand elle est rentrée de l'université? Comment vous avez jeté ses vêtements dans le jardin sous une pluie battante en mars? Patricia pâlit. Gérald essaya de garder son sang-froid, mais je vis ses mains trembler légèrement. C'était il y a longtemps, murmura Gérald. Les gens changent. Nous changeons. Ah oui, vous avez changé, ai-je acquiescé en me dirigeant vers l'étagère où Rebecca rangeait ses récompenses professionnelles. Vous avez tellement changé que vous vous êtes pointé à l'hôpital pendant ces 2 années de traitement, ou à son mariage, où vous lui avez envoyé ne serait-ce qu'une carte d'anniversaire en disant « Silence ». J'ai pris l'une des photos sur l'étagère. Rebecca à l'hôpital, chauve, souriant faiblement tandis qu'elle tenait un trophée qu'elle avait reçu par la poste de l'Association technologique de l'État. Elle était si faible ce jour-là que j'ai dû tenir le trophée pour elle sur la photo. Savez-vous où vous étiez lorsque Rebecca a reçu le prix de l'innovation technologique de l'année? Demandai-je en tournant la photo pour qu'il puisse la voir. Ou quand elle a fait la couverture du magazine Tech Businesswoman. Ou quand son entreprise a été sélectionnée pour l'incubateur de startups le plus prestigieux du pays. Gérald s'est éclairé la gorge. Nous ne savions pas ces choses-là. Rebecca ne nous tenait pas au courant. Elle ne vous tenait pas au courant, ai-je répété en remettant soigneusement la photo à sa place. C'est étrange. Parce que j'ai reçu hier une enveloppe de son avocat. À l'intérieur, il y avait des copies de dizaines de cartes de Noël, d'anniversaire, de Pâques et de remises de diplômes que Rebecca vous avait envoyées au fil des ans. Toutes renvoyées. Non ouvertes. Avec adresse inexistante, écrit de votre propre main, Patricia. La femme pâlit visiblement. Il y avait aussi des copies des invitations qu'elle avait envoyées pour notre mariage. Renvoyées de la même manière. Et l'invitation à l'inauguration du premier siège social de RevTech. Également renvoyée. On dirait que Rebecca a essayé de vous tenir informé. C'est vous qui avez choisi de l'ignorer. Gérald se leva brusquement, le visage rouge de colère ou de honte. Cela ne change rien. Nous sommes sa famille. Nous sommes ses seuls parents encore en vie. La loi nous protège. La loi, dis-je en me dirigeant vers mon bureau et en ouvrant un tiroir spécifique. Parlons de la loi, Gérald. Je sortis un dossier volumineux, méticuleusement organisé. Rebecca avait passé des mois à préparer chaque document, chaque clause, chaque virgule. Elle connaissait ses parents mieux qu'ils ne se connaissaient eux-mêmes. Vous pensez que Rebecca n'attendait pas ce moment? Demandai-je en ouvrant le dossier. Qu'une femme capable de bâtir une entreprise de 20 millions de dollars à partir de rien n'était pas assez intelligente pour protéger son héritage contre des gens qui l'ont abandonnée pendant toute sa vie d'adulte? Patricia se pencha en avant pour essayer de voir les documents. Qu'est-ce que c'est? Ceci, dis-je en tournant la première page pour qu'il puisse voir, est une documentation complète de tous les contacts que Rebecca a tenté d'établir avec vous au cours des 15 dernières années. Lettres, emails, appels téléphoniques, tentatives de réconciliation. Tous rejetés. Tous documentés. Tous enregistrés chez un notaire. Gérald déglutit. Mais ce n'est que le début,
ai-je poursuivi en tournant les pages. Voici les dossiers médicaux montrant que Rebecca a indiqué « sans famille » comme contact d'urgence tout au long de son traitement. Voici ses déclarations fiscales montrant qu'elle n'a jamais reçu un centime de soutien familial. Et ici, je fis une pause dramatique, arrivant à la section la plus importante. Voici une vidéo que Rebecca a enregistrée spécialement pour ce moment. Pour quand vous vous présenteriez, car elle savait que vous le feriez, pour revendiquer des droits que vous n'avez jamais eus. Ils restèrent immobiles, comme s'ils avaient vu un fantôme. Elle a enregistré un message pour nous, murmura Patricia. Pas exactement pour vous, ai-je corrigé. Pour moi. Pour me rappeler qui vous êtes vraiment, au cas où je commencerais à avoir pitié ou à douter. Rebecca a été très précise sur ce qu'il fallait faire si vous vous présentiez. J'ai fermé le dossier et l'ai remis dans le tiroir. Voici ce qui va se passer. Vous allez quitter ma maison immédiatement. Vous allez retourner à votre vie médiocre et faire comme si cette rencontre n'avait jamais eu lieu. Parce que si vous tentez une quelconque action en justice, si vous contactez un avocat, si vous mentionnez ne serait-ce que le nom de Rebecca en public, je rendrai ces documents très publics. Gérald tenta de retrouver son autorité dans sa voix. Vous ne pouvez pas nous menacer. Nous avons des droits. Des droits, répétai-je pour la 3e fois, mais cette fois, ma voix avait un ton qui les fit reculer involontairement. Vous avez renoncé à tous vos droits le jour où vous avez fermé la porte à votre fille de 18 ans. Vous y avez renoncé lorsque vous avez rejeté toutes ces tentatives pour reconstruire une relation. Vous y avez renoncé en ne vous présentant pas alors qu'elle luttait pour sa vie. Je me suis dirigé vers la porte et l'ai ouverte. Partez. Patricia s'est levée en tremblant, mais Gérald essayait encore de garder un certain contrôle sur la situation. Ce n'est pas fini, William. Nous allons vous poursuivre en justice. Nous allons nous battre pour nos droits. Ce n'est pas la dernière fois que vous nous voyez. J'ai souri pour la première fois depuis leur arrivée. Un petit sourire froid qui fit reculer Gérald d'un pas. Oh, Gérald, tu as tout à fait raison. Ce n'est certainement pas la dernière fois que nous nous voyons. En fait, Rebecca a laissé des instructions très précises sur ce qu'il faut faire si vous choisissez cette voie. Et je peux vous garantir que vous n'allez pas aimer ce qui vous attend. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la vraie surprise ne se trouvait pas dans les documents que je leur avais montrés. Elle se trouvait dans ce que Rebecca avait découvert à leur sujet au cours des derniers mois de sa vie. Des informations qui allaient transformer cette dispute familiale en quelque chose de beaucoup plus grand. Car Gérald et Patricia n'étaient pas seulement des parents absents. C'étaient des personnes qui avaient leurs propres secrets. Des secrets que ma brillante épouse avait découverts. Et des secrets que j'étais sur le point d'utiliser d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginé possible. 3 jours plus tard, mon téléphone a sonné à 6h30 du matin. Le numéro inconnu aurait dû m'alerter, mais j'étais en train de préparer le café, perdu dans les premiers moments de tranquillité depuis les funérailles. William Carter. La voix était professionnelle, jeune, avec un accent que je n'ai pas immédiatement identifié. Oui, ici Melissa Torres, de KQED News. Nous avons reçu des informations très intéressantes concernant la succession de votre défunte épouse. Nous aimerions entendre votre version des faits. Le café s'est renversé sur le comptoir lorsque ma main a tremblé involontairement. Gérald avait mentionné que ce n'était pas terminé, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il s'adresse directement à la presse. Quelles informations ? Ai-je demandé en contrôlant ma voix tout en essuyant le liquide chaud avec une serviette. Eh bien, les parents de Rebecca Pike nous ont contactés hier. Ils affirment que vous leur refusez illégalement leurs droits en tant que seuls parents vivants. Ils ont mentionné des documents falsifiés, une manipulation émotionnelle pendant sa maladie et un isolement familial intentionnel. Chaque mot était une accusation soigneusement formulée. Gérald avait trouvé quelqu'un prêt à écouter sa version déformée en premier. Pas de commentaire, ai-je dit en raccrochant. Mais le téléphone sonna à nouveau 5 minutes plus tard. Puis encore 10 minutes après. 4 journalistes différents, tous avec des versions légèrement différentes de la même histoire. Les beaux-parents orchestraient une campagne de presse. À 8h, mon voisin Tom frappa à ma porte, une tasse de café à la main et l'air inquiet. « William, tu as vu ce qui se dit sur Internet ?» Tom était à la retraite et passait ses journées à surveiller les réseaux sociaux comme si c'était un travail à plein temps. Il était proche de Rebecca depuis 2 ans, lui apportant de la soupe lorsqu'elle était trop faible pour cuisiner, tondant notre pelouse sans qu'on le lui demande. Il m'a montré l'écran de son téléphone. Un article publié une demi-heure plus tôt sur un blog local. Un veuf cupide refuse l'héritage à ses beaux-parents en deuil. La photo montrait Gérald et Patricia devant notre maison, elle tenant un mouchoir devant ses yeux, lui passant un bras autour des épaules. Le timing de la photo était parfait, les capturant au moment le plus dramatique.
Ils ont dit que Rebecca avait essayé de reprendre contact avec vous avant de mourir, a déclaré Tom en lisant l'article. Que vous l'avez empêché de voir ses parents pendant les derniers mois. Mensonge après mensonge, chacun plus élaboré que le précédent. Tom, dit-il calmement, tu connaissais Rebecca. Tu l'as vue tous les jours pendant 1 an. A-t-elle jamais mentionné vouloir voir ses parents? Il secoua lentement la tête. Elle disait à quel point elle était triste de ne pas avoir de famille. Mais elle n'a jamais parlé d'essayer de renouer avec eux. Exactement. Mais même pendant que je parlais à Tom, je savais que la vérité n'avait plus d'importance. Le récit public était en train d'être construit sans moi, brique par brique, mensonge par mensonge. À 10 heures, j'ai reçu un appel de mon avocate, Jennifer Walsh. Sa voix était tendue. William, ils ont déposé une requête au tribunal. Une contestation testamentaire fondée sur la coercition et la manipulation émotionnelle. Mais ce n'est pas le pire. Quoi d'autre? Ils ont joint une déclaration sous serment d'une infirmière qui affirme vous avoir vu empêcher Rebecca de recevoir des visites de sa famille pendant son hospitalisation. Mon estomac s'est noué. Quelle infirmière? Amanda Collins. Elle a travaillé de nuit pendant les 3 derniers mois du traitement de Rebecca. Je me souvenais vaguement d'elle. Une femme petite, nerveuse, qui semblait toujours mal à l'aise lorsque je lui posais des questions sur les médicaments de Rebecca. Elle avait été licenciée quelques semaines avant la mort de Rebecca pour violation du protocole. Jennifer, Rebecca n'a jamais reçu de visite de sa famille parce qu'ils n'ont jamais essayé de venir. Amanda ment. Je le sais. Vous le savez. Mais nous devons le prouver. J'ai raccroché et je me suis assis dans le salon vide, regardant l'urne de Rebecca sur la cheminée. La maison semblait plus grande maintenant, chaque bruit résonnant différemment sans sa présence pour le remplir. C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision fondamentale. Je me suis dirigé vers le bureau de Rebecca, une petite pièce au 2e étage qu'elle avait transformée en sanctuaire personnel. Les murs étaient recouverts de certificats de récompense, de photos d'équipes de développement et de tableaux sur lesquels étaient imprimés ses codes préférés dans des polices élégantes. Je me suis assise dans son fauteuil, encore parfaitement ajusté à sa petite taille. J'ai ouvert le tiroir inférieur gauche, où elle gardait ce qu'elle appelait ses dossiers d'urgence. À l'intérieur, j'ai trouvé 3 dossiers classés avec la précision qui lui était propre. Famille, documents historiques, personnel, projets et communication, enquête confidentielle. Le 3e dossier était nouveau pour moi. Je l'ai ouvert avec des mains tremblantes et j'ai trouvé quelque chose qui a complètement bouleversé ma compréhension de la situation. Rebecca avait engagé un détective privé 6 mois avant sa mort. Les premières pages documentaient la vie actuelle de Gérald et Patricia. Ce n'étaient pas seulement des parents absents menant une vie médiocre. Gérald était impliqué dans une fraude fiscale qui remontait à 5 ans. Patricia touchait des allocations d'invalidité tout en travaillant illégalement sous une fausse identité. Mais ce n'était que le début. Les pages suivantes révélaient quelque chose d'encore plus troublant. Gérald n'était pas seulement le père absent et cruel qui avait abandonné Rebecca. Il volait systématiquement l'entreprise pour laquelle il travaillait, détournant les fonds de pension des employés vers des comptes offshore personnels. Le détective avait retracé les transactions. 200 000 $ en 3 ans. De l'argent qui aurait dû garantir une retraite modeste aux employés d'une usine de pièces automobiles. Rebecca avait découvert tout cela. Et elle avait gardé le silence. La dernière page du dossier contenait une lettre scellée qui m'était adressée, avec des instructions claires, à n'ouvrir que s'ils intentent une action en justice. Les mains tremblantes, j'ai déchiré l'enveloppe. William, si tu lis ceci, cela signifie qu'ils ont fait exactement ce que j'espérais. Mon père a toujours été cupide, mais je n'aurais jamais pensé qu'il était criminel. Les preuves sont toutes là. Utilise-les comme tu le jugeras nécessaire. Il ne mérite pas un centime de ce que j'ai construit, surtout quand cet argent a été volé aux retraites d'innocents. Protège notre vie, notre histoire, notre héritage. Avec tout mon amour, Rebecca. Je refermai le dossier et me calai dans ma chaise. Gérald et Patricia n'avaient pas seulement abandonné Rebecca. Ils étaient des criminels actifs, volant des travailleurs honnêtes tout en se faisant passer pour les victimes d'un gendre cupide. Rebecca avait tout découvert au cours des derniers mois de sa vie, alors qu'elle avait encore l'énergie nécessaire pour mener des recherches approfondies. Elle avait préparé ces documents non seulement pour protéger notre héritage, mais aussi pour protéger les véritables victimes des crimes de ses parents. Je pris mon téléphone et appelai Jennifer. « J'ai besoin que tu viennes ici immédiatement. Et apporte quelqu'un qui s'y connaît en crimes financiers fédéraux. » Pourquoi ? Parce que Gérald et Patricia ne sont pas seulement des parents absents qui essaient de voler un héritage. Ce sont des criminels professionnels. Et Rebecca a tout documenté.
Le silence à l'autre bout du fil dura plusieurs longues secondes. William, tu es sûr de ce que tu dis? J'ai 200 pages de preuves photographiques, de relevés bancaires et de témoignages. Gérald a détourné des fonds de pension. Patricia a commis une fraude aux prestations sociales. Et maintenant, ils essaient d'utiliser le système judiciaire pour me voler aussi. J'arrive. Je raccrochai le téléphone et reportai mon regard sur l'urne de Rebecca. Elle ne s'était pas contentée d'attendre qu'ils se manifestent. Elle avait élaboré un plan complet pour les détruire s'ils tentaient de détruire notre héritage. Ma brillante épouse avait transformé leur cupidité en piège. Alors que Gérald et Patricia construisaient leur récit public de parents en deuil volés par un gendre cruel, ils ne se rendaient pas compte que chaque mensonge les rapprochait davantage d'une prison fédérale. La guerre qu'ils avaient déclenchée était sur le point de devenir bien plus qu'une simple dispute familiale au sujet d'un héritage. Elle était sur le point de devenir une enquête criminelle qui allait révéler des décennies de fraude et dévoiler exactement le genre de personne qui avait élevé ma femme. Et pourquoi elle avait été si déterminée à les exclure complètement de sa vie. Car lorsque vous découvrez que vos propres parents volent les retraites d'honnêtes travailleurs, la décision de protéger votre famille de cœur devient beaucoup plus facile à justifier. Jennifer est arrivée 2 heures plus tard, accompagnée de Marcus Holbrook, un ancien procureur fédéral spécialisé dans les crimes financiers qui travaillait désormais comme consultant privé. Marcus était un homme grand et mince, aux cheveux grisonnants et à l'expression perpétuellement sérieuse qui inspirait immédiatement confiance. « William, a dit Jennifer en s'asseyant à la table de la cuisine, montre-nous ce que Rebecca a laissé. » J'ai ouvert les 3 dossiers méthodiquement, classant les documents dans les catégories créées par Rebecca. Marcus a examiné chaque page avec l'attention d'un chirurgien, prenant parfois des notes sur un bloc-notes jaune. « C'est extraordinaire », a-t-il murmuré après 20 minutes de silence. « Votre femme a documenté un détournement de fonds qui remonte à 5 ans. Des transferts offshore, des comptes fantômes, même des photos de documents originaux. Et ça ?» demandai-je en montrant la section sur Patricia. « Fraude aux prestations d'invalidité, tout en travaillant sous une fausse identité. Rien que ça vaut 3 à 5 ans de prison fédérale. » Marcus me regarda avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Combien de temps lui a-t-il fallu pour rassembler tout ça? 6 mois. Même pendant sa chimiothérapie, elle a continué ses recherches. Jennifer feuilleta les pages de communication rejetées. William, ce ne sont pas seulement des preuves de crime. C'est un manuel complet sur leur personnalité. Rebecca a monté un dossier qui va bien au-delà d'un simple conflit successoral. Mon téléphone sonna. C'était Tom, mon voisin. William, tu dois voir ce qui se passe dans ta rue. Je me suis approché de la fenêtre de devant et j'ai vu un van de presse garé de l'autre côté de la rue. Une journaliste blonde faisait un reportage en direct tout en montrant ma maison du doigt. « Ils ont appelé la presse », a dit Jennifer en me rejoignant à la fenêtre. « Parfait », ai-je répondu, les surprenant par mon calme. Rebecca s'y attendait aussi. Je suis retourné au dossier et j'ai sorti une section que je ne leur avais pas encore montrée. Elle a documenté chaque mensonge qu'ils allaient raconter. Littéralement. Elle a prédit qu'il dirait avoir investi 500 000 $ dans l'entreprise, que je l'avais isolé de sa famille, qu'Amanda Collins mentirait au sujet de ses visites à l'hôpital. Marcus s'est penché en avant. Comment pouvait-elle savoir ça? Parce qu'elle les connaissait. Ils suivent toujours le même schéma. Gérald gonfle toujours les chiffres financiers d'environ 5 fois leur valeur réelle. Patricia se présente toujours comme victime de circonstances médicales. Et il trouve toujours quelqu'un prêt à mentir pour de l'argent. Je pris mon ordinateur portable et lui montrai les dernières publications sur les réseaux sociaux. Gérald avait créé une page intitulée « Justice pour Rebecca » où il publiait d'anciennes photos d'elle accompagnées de légendes émouvantes sur une fille aimante volée par la manipulation. « Regardez les commentaires », dis-je en faisant défiler l'écran. 57 messages de soutien. Mais regardez les comptes qui commentent. Marcus a examiné les profils. Tous créés au cours des 72 dernières heures. Aucun historique, aucun ami réel. Des faux comptes, ai-je confirmé. Gérald achète du soutien en ligne pour construire un récit public avant le procès. Jennifer a secoué la tête. C'est de la manipulation des réseaux sociaux. Encore une violation fédérale. Je tirai la dernière section des dossiers de Rebecca. Mais voici son véritable chef-d'œuvre. Les derniers documents révélaient quelque chose que même moi j'ignorais jusqu'à présent. Rebecca avait secrètement contacté 3 des victimes de la fraude aux retraites de Gérald. Des travailleurs retraités qui avaient perdu toutes leurs économies à cause de ces détournements. Elle a obtenu des déclarations signées, murmurai-je en lisant les déclarations pour la première fois. 3 familles qui ont perdu leur retraite à cause de lui.
Une grand-mère de 73 ans qui travaille désormais comme réceptionniste parce qu'elle n'a plus aucun moyen de subvenir à ses besoins. Marcus cessa de prendre des notes. William, votre femme n'a pas seulement documenté des crimes. Elle a identifié les victimes et monté un dossier pour obtenir un dédommagement complet. Et ce n'est pas tout, ai-je ajouté en tournant la dernière page. Elle a contacté le bureau du procureur fédéral 6 semaines avant sa mort. Elle a déposé une plainte officielle, mais a demandé à ne pas être poursuivie avant son décès. Silence total dans la cuisine. Pourquoi a-t-elle attendu? A demandé Jennifer. J'ai trouvé la dernière lettre de Rebecca, scellée à mon nom. À l'intérieur, son écriture familière expliquait tout. William, si tu lis ceci, cela signifie qu'ils ont fait exactement ce que j'espérais. J'aurais pu tout révéler de mon vivant, mais cela leur aurait donné le temps de dissimuler des preuves, de s'enfuir ou de manipuler le système. Morte, je deviens un témoin qu'ils ne peuvent ni attaquer ni discréditer. Leurs mensonges sur notre relation deviennent encore plus méprisables lorsqu'ils sont confrontés à la vérité sur qui ils sont vraiment. Utilise tout. Protège leurs victimes. Et n'aie aucune pitié. Ils n'en ont jamais eu pour nous. Marcus ferma son bloc-notes. William, votre femme a transformé sa propre mort en un piège parfait. Ils ne peuvent pas discréditer une victime décédée d'un cancer. Ils ne peuvent pas prétendre qu'elle a été manipulée. Elle est morte avant qu'ils ne sachent pour l'héritage. Et chaque mensonge qu'ils racontent à votre sujet ne fait que renforcer le contraste avec les documents minutieux qu'elle a laissés. Mon téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était un numéro que je ne reconnaissais pas. William Carter, ici l'inspecteur Rodriguez, du département de police. Nous avons reçu une plainte officielle contre vous pour abus émotionnels et isolement familial. Je vous demande de vous présenter au commissariat pour des explications. Je regardais Jennifer et Marcus. Ils souriaient tous les deux. Inspecteur Rodriguez, dis-je calmement, je serai là dans 1 heure. Et j'amènerai mon avocat, un consultant fédéral et environ 300 pages de preuves qui, je pense, sont très pertinentes pour votre enquête. Je raccrochai le téléphone. Gérald vient de commettre l'erreur que Rebecca attendait, dit-elle. Il a forcé une enquête officielle. Maintenant, tout ce que nous avons documenté devient une preuve officielle. Si vous suivez cette histoire de manipulation familiale et de documentation méticuleuse, ne manquez pas le prochain chapitre où nous découvrirons comment une enquête sur des abus se transforme en une opération fédérale contre une fraude à grande échelle. Car Gérald et Patricia ne savaient pas qu'en essayant de m'incriminer, ils venaient d'ouvrir la porte pour que je présente officiellement tous les crimes que Rebecca avait découverts à leur sujet. Jennifer a commencé à classer les documents dans des dossiers séparés en vue d'une présentation officielle. William, dans 1 heure, tu vas transformer une fausse accusation contre toi en une accusation fédérale contre eux. Non, ai-je corrigé en regardant par la fenêtre où le van de la presse attendait toujours. Dans 1 heure, Rebecca aura sa revanche finale. Je ne suis que le messager. Mais il y avait encore une surprise que même Rebecca n'avait pas prévue. Une surprise qui rendrait la chute de Gérald et Patricia encore plus spectaculaire que ma brillante épouse n'aurait jamais pu l'imaginer. Car pendant qu'ils fabriquaient de fausses preuves contre moi, ils n'avaient pas remarqué qu'Amanda Collins, l'infirmière qu'ils avaient soudoyée pour mentir, avait ses propres secrets. Des secrets qui allaient leur exploser au visage lorsque nous arriverions au commissariat. Le commissariat était plus calme que d'habitude pour un mardi après-midi. L'inspecteur Rodriguez nous accueillit dans une petite salle d'interrogatoire au mur en béton peint en beige, avec une table métallique au centre. Jennifer et Marcus me flanquaient de chaque côté, leur dossier rangé avec une précision militaire que Rebecca aurait admirée. « Monsieur Carter », commença Rodriguez en ouvrant un dossier mince, « nous avons reçu des allégations très graves concernant votre conduite pendant la maladie de votre femme. Isolement familial, manipulation émotionnelle, coercition financière. » Inspecteur, interrompit Jennifer poliment, avant de poursuivre avec ces allégations, j'aimerais vous présenter des informations qui pourraient être pertinentes pour votre enquête. Rodriguez fronça les sourcils. Quel genre d'informations? Marcus ouvrit son dossier et en sortit une pile de documents de 5 cm d'épaisseur. Des preuves d'une fraude financière à grande échelle remontant à 5 ans, impliquant le détournement de fonds de pension et la fraude aux prestations d'invalidité. Les dénonciateurs, Gérald et Patricia Pike, sont les principaux suspects. Le silence fut total dans la pièce pendant 10 secondes. Rodriguez prit les premiers documents, ses yeux parcourant rapidement les pages. Je vis le moment précis où il comprit. Ce sont de véritables transactions bancaires, authentifiées par la banque et par le détective privé engagé par la défunte épouse de M. Carter, confirma Marcus. Rebecca Pike Carter a systématiquement documenté les crimes de ses parents au cours des 6 derniers mois de sa vie.
Jennifer ajouta la deuxième pile de documents. Voici les témoignages de 3 familles qui ont perdu leur retraite à cause de l'arnaque de Gerald Pike. Leurs pensions ont été détournées vers des comptes offshore contrôlés par lui. Rodriguez appela un autre détective dans la pièce. Le détective Kim, une femme asiatique d'âge moyen à l'expression perpétuellement sérieuse, s'assit et commença à examiner les documents. « William, » dit Rodriguez, son attitude changeant complètement. « Savez-vous que votre femme a contacté le bureau du procureur fédéral 6 semaines avant sa mort ? » « Je le sais maintenant. » Kim leva les yeux de ses papiers. Elle a déposé une plainte officielle, mais a demandé que l'enquête ne soit ouverte qu'après son décès. Elle a dit qu'elle devait protéger les preuves contre toute ingérence. Mon téléphone vibra, signalant l'arrivée d'un SMS. « Tom, mon voisin, William, Gerald et Patricia sont devant chez toi avec des caméras. On dirait qu'ils ont amené des journalistes. » Je montrai le message à Jennifer. « Parfait, » dit-elle. « Inspecteur Rodriguez, je vous suggère de vous rendre immédiatement au domicile de M. Carter. Je soupçonne que vous y trouverez les suspects en train d'essayer de manipuler les médias une fois de plus. » 20 minutes plus tard, notre petit convoi de voitures de police arriva dans ma rue. Le van de la chaîne d'information était toujours là, ainsi que 2 autres que je ne reconnus pas. Gerald se tenait au milieu du trottoir, gesticulant de manière théâtrale tout en parlant à 3 caméras différentes. Un homme cruel qui a isolé notre fille de sa famille aimante pendant ces derniers moments. Nous essayons simplement d'honorer sa mémoire. Rodriguez sortit de la voiture et se dirigea directement vers Gerald. « Gerald Pike. » Gerald se retourna, toujours souriant aux caméras. « Oui, c'est moi. J'espère que vous êtes venu arrêter cet homme pour abus émotionnel. Monsieur Pike, vous êtes en état d'arrestation pour fraude financière, détournement de fonds de pension et complot. Vous avez le droit de garder le silence. » Le changement sur le visage de Gerald fut instantané et complet. Le sourire confiant disparut, remplacé par la confusion, puis la panique. « Quoi ? C'est une erreur. Nous sommes ici pour notre fille. Pour nos droits. » Patricia, qui était restée silencieuse à côté, commença à reculer vers leur voiture. « Patricia Pike, » dit le détective Kim en sortant d'une autre voiture de police, « vous êtes également en état d'arrestation pour fraude aux prestations sociales et utilisation d'une fausse identité. »« Non !» cria Patricia en essayant de s'enfuir. « C'est de la persécution. William invente des mensonges à notre sujet. Les caméras ont tout filmé. » Gerald menotté, Patricia trébuchant en essayant de s'enfuir, les journalistes criant des questions confuses sur la fraude financière au lieu du conflit successoral qu'ils s'attendaient à couvrir. Mais le véritable rebondissement est survenu lorsqu'une femme petite et nerveuse est sortie d'une des voitures de police. Amanda Collins, l'infirmière qui avait menti à mon sujet. « Amanda, » a dit Rodriguez, « êtes-vous prête à dire la vérité sur ce que Gerald Pike vous a demandé de dire ?» Amanda tremblait visiblement, ses mains serrant un petit sac contre sa poitrine. « Il m'a offert 5 000 $ pour dire que William empêchait les visites familiales. Mais ce n'est pas vrai. Rebecca n'a jamais reçu de visite familiale pendant tout le temps où j'ai travaillé là-bas. En fait, » elle s'est interrompue, regardant directement les caméras qui étaient désormais braquées sur elle. « Rebecca m'a spécifiquement dit que si quelqu'un se présentait en se faisant passer pour un membre de sa famille, je devais immédiatement contacter la sécurité. Elle avait une ordonnance restrictive contre eux qu'elle n'avait jamais utilisée, mais qu'elle avait toujours sur elle. » Gerald, déjà menotté, tenta de s'approcher d'Amanda. « Tu mens. Nous avions un accord. » Cet accord, annonça l'inspecteur qui m'a l'intention des caméras, constitue un délit de subornation de témoins et d'entrave à la justice. 2 chefs d'accusation fédéraux supplémentaires. Tandis que Gerald et Patricia étaient placés dans des voitures de police séparées, le journaliste principal s'approcha de moi. « Monsieur Carter, comment vous sentez-vous en sachant que les personnes qui vous ont accusé d'abus sont arrêtées pour des crimes fédéraux ?» Je regardais directement la caméra. Rebecca savait que ce jour viendrait. Elle a tout documenté parce qu'elle croyait que la vérité finit toujours par triompher, même si cela prend du temps. Ce ne sont pas des parents en deuil qui se battent pour la justice. Ce sont des criminels qui ont volé les retraites d'honnêtes travailleurs et qui ont tenté de voler l'héritage qu'elle a laissé à des œuvres caritatives. Jennifer s'est approchée et m'a chuchoté à l'oreille. « William, nous venons de recevoir un appel du bureau du procureur fédéral. Ils veulent nous rencontrer demain. Il semble que l'affaire Rebecca ait ouvert une enquête beaucoup plus vaste. » J'ai regardé les voitures s'éloigner, emmenant Gerald et Patricia vers une prison fédérale où ils découvriraient que mentir sur une femme morte d'un cancer n'était que le moindre de leurs problèmes. Mais même si je savourais ce moment de justice, je savais que Rebecca avait prévu quelque chose d'encore plus grand.
car le dossier qu'elle avait laissé contenait une dernière section que je n'avais pas encore ouverte. Une section intitulée « Pour quand ils seront en prison ». Et vu la façon dont ma brillante épouse avait orchestré chaque mouvement jusqu'à présent, je soupçonnais que la véritable vengeance ne faisait que commencer. Car Gérald et Patricia ne savaient pas que Rebecca avait découvert non seulement leurs crimes financiers, mais aussi l'endroit où ils avaient caché l'argent volé. Et demain, lorsque le procureur fédéral ouvrirait ce dernier dossier, il découvrirait que ma femme n'avait pas seulement documenté des crimes. Elle avait localisé chaque centime volé et élaboré un plan pour le rendre aux familles qu'ils avaient détruites. Le lendemain matin, je me suis assis dans le bureau du procureur fédéral Michael Harrison. Une pièce imposante avec des étagères remplies de codes juridiques et de photos de personnalités importantes. Jennifer et Marcus m'encadraient à nouveau, mais cette fois, je portais le dernier dossier que Rebecca avait laissé. « Monsieur Carter », a dit Harrison, un homme d'une cinquantaine d'années aux cheveux gris et à la présence imposante, les informations que votre femme a documentées ont ouvert une enquête fédérale qui va bien au-delà des crimes de Gérald et Patricia Pike. J'ai ouvert le dernier dossier de Rebecca pour la première fois en leur présence. Les premières pages révélaient quelque chose d'extraordinaire. Rebecca n'avait pas seulement localisé l'argent volé par Gérald, mais elle avait également mis au jour tout un réseau de corruption impliquant 12 entreprises différentes dans 5 États. Votre femme, a poursuivi Harrison en feuilletant les documents avec une admiration croissante, a mis au jour un système de blanchiment d'argent qui a détourné plus de 8 millions de dollars de fonds de pension en l'espace d'une décennie. La dernière partie du dossier contenait quelque chose d'encore plus impressionnant. Rebecca avait secrètement contacté chacune des victimes de Gérald, documenté leurs pertes individuelles et créé un fonds de dédommagement complet en utilisant une partie de son propre héritage. Elle a affecté 5 millions de dollars provenant de la vente de l'entreprise spécifiquement pour indemniser les familles lésées, murmurai-je en lisant sa dernière lettre à haute voix. Chaque centime qu'ils ont volé leur sera rendu avec des intérêts de 15% par an. Jennifer me regarda avec quelque chose qui ressemblait à de l'étonnement. William, Rebecca a transformé sa propre mort en un mécanisme de justice sociale. 3 semaines plus tard, j'étais au tribunal fédéral pour assister à la condamnation de Gérald et Patricia. Gérald a été condamné à 15 ans de prison fédérale pour détournement de fonds, fraude financière et blanchiment d'argent. Patricia a été condamnée à 8 ans pour fraude aux prestations sociales et complicité. Mais la véritable satisfaction est venue lorsque le juge a annoncé les restitutions. Le tribunal ordonne que tous les biens des accusés soient liquidés pour indemniser les victimes. De plus, grâce aux dispositions testamentaires de Rebecca Pike Carter, chaque famille touchée recevra une indemnisation intégrale majorée des intérêts pour un montant total d'environ 7,2 millions de dollars. J'ai regardé Gérald être menotté une fois de plus, le visage masqué par le désespoir et l'incrédulité. Jusqu'au dernier moment, il ne pouvait comprendre comment il avait été surpassé par une fille qu'il considérait comme faible et par un gendre qu'il avait complètement sous-estimé. Patricia a pleuré pendant toute la lecture du verdict, mais ses larmes arrivaient trop tard. Après l'audience, je suis allé rendre visite à Madame Eleanor Watson, l'une des victimes de Gérald. Elle avait 75 ans et avait perdu 40 000 dollars de sa pension, soit toute sa sécurité financière pour sa retraite. « Monsieur Carter », m'a-t-elle dit en tenant le chèque de remboursement entre ses mains tremblantes, « votre femme m'a rendu non seulement mon argent, mais aussi ma dignité. Je n'aurai pas à travailler comme réceptionniste jusqu'à ma mort. » C'était la première fois que je pleurais depuis les funérailles de Rebecca. 6 mois plus tard, la fondation Rebecca Pike Carter était devenue une réalité. Nous avons utilisé les 15 millions restants de l'héritage pour créer un programme qui protégeait les travailleurs âgés contre la fraude financière, offrait des services juridiques gratuits aux familles à faible revenu et finançait la recherche contre le cancer. Marcus, qui était devenu un ami proche au cours du processus, m'a aidé à mettre en place un système de surveillance qui empêchait des escroqueries comme celle de Gérald de se reproduire. Rebecca savait que sa mort serait le catalyseur parfait, m'a-t-il dit lors d'une réunion de la fondation. Elle a transformé une tragédie personnelle en un changement systémique. 1 an après les événements, j'ai reçu une lettre en prison. Elle était de Patricia. William, je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je voulais que tu saches que je comprends enfin ce que nous avons perdu en abandonnant Rebecca. Pas seulement une fille, mais la chance de faire partie de quelque chose de plus grand que nos propres peurs et notre cupidité. Elle est devenue la femme extraordinaire qu'elle était malgré nous, pas grâce à nous. Je n'ai pas répondu à la lettre, mais je l'ai gardée. Non pas pour pardonner, mais pour me rappeler que la vérité finit toujours par éclater au grand jour, même dans les cœurs les plus endurcis. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, je me réveille chaque matin dans la maison que Rebecca et moi avions choisie ensemble, entourée de photos de nos moments heureux et des certificats de la fondation accrochés là où elle avait toujours voulu qu'ils soient. L'argent que Gérald et Patricia convoitaient en ne leur a jamais apporté le bonheur. En prison, ils ont découvert que la richesse mal acquise est toujours temporaire,
tandis que l'héritage que Rebecca a construit grâce à son travail honnête et à son amour sincère continuera d'avoir un impact sur des vies pendant des générations. La vengeance la plus puissante n'a pas été de les voir derrière les barreaux, même si cela m'a apporté une certaine satisfaction. Ce fut de prouver qu'une personne guidée par un but surpasse toujours celles qui sont motivées uniquement par la cupidité. Rebecca m'a appris que la véritable force ne vient pas de rendre l'appareil, mais de transformer la douleur en objectif, l'injustice en changement systémique. Si cette histoire d'amour, de perte et de justice vous a touché, abonnez-vous à la chaîne Twist et Revenge pour découvrir d'autres histoires de personnes ordinaires qui ont trouvé une force extraordinaire dans les moments les plus difficiles de leur vie. Car au final, Gérald et Patricia ont obtenu exactement ce qu'ils méritaient. Ils ont perdu non seulement leur liberté, mais aussi la chance de connaître véritablement la femme exceptionnelle qu'ils avaient élevée et abandonnée. Et moi, j'ai trouvé une nouvelle mission dans la vie, en m'appuyant sur l'héritage que Rebecca a laissé, en prouvant chaque jour que l'amour véritable est plus fort que toute manipulation et que la justice, même si elle est parfois longue à venir, finit toujours par triompher. Rebecca n'a pas seulement triomphé au-delà de la tombe. Elle a transformé notre tragédie personnelle en une force de changement qui continuera à protéger des familles innocentes des griffes de prédateurs tels que ses propres parents. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de Gérald et Patricia, ils purgeaient toujours leur peine, payant enfin pour des décennies de cruauté et de cupidité. Et moi, je plante le jardin commémoratif dont Rebecca a toujours rêvé, où chaque fleur représente une vie que notre fondation a aidé à reconstruire.